La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. La coordination nationale de gestion et de riposte contre le Covid-19 était une fois encore face à la presse. Pour cette rencontre hebdomadaire, les journalistes ont eu des réponses à leurs questions sur le point sur la lutte contre la pandémie dans notre pays. À découvrir dans cette édition. Et puis, la production halieutique de 2012 à 2019 a été plus qu'excellente au Togo. Cette prouesse a été réalisée grâce au plan de gestion des pêcheries sur le lac Nangbeto, un plan que vous découvrirez également dans ce journal. Voilà donc pour les titres. Comme désormais, tous les mercredis, la coordination nationale de gestion de la riposte contre le Covid-19 a rencontré la presse pour des échanges sur la situation sanitaire au Togo. Plusieurs questions ont trouvé réponse durant cette conférence de presse. Le compte rendu avec Dodo Wari. Ne viens pas à cette conférence qui veut. L'accès à la salle est soumis à un contrôle strict des identités, à une prise systématique de température et à la désinfection totale de tout participant. En salle, une dizaine de questions adressées à la coordination nationale de gestion de la riposte contre le Covid-19 et au président de faire le point de la situation. Par rapport à la semaine dernière, nous avons eu actuellement cette semaine plus 51 cas. Et pour ce qui est du nombre de guéris, nous avons eu plus 67 guéris. Et pour ce qui est des décès, plus 1 jusqu'à hier soir. Donc les choses sont en train de se normaliser. Ce qui veut dire que la courbe est en train de descendre par rapport à ces cas, l'évolution de ces cas par semaine. Vous tous, vous savez aussi que nous avons encore une autre vague de voyageurs avec des vols spéciaux. Ils sont arrivés au Togo. Comme il est de coutume, ils doivent être mis en quarantaine. Et c'est ce qui a été fait. Mais malheureusement, parmi eux, il y a certains cas positifs. Donc, eux, ils deviennent des cas contacts. Donc, forcément, il faut les suivre pendant les 14 jours. Dans la gestion des décès, il faut différencier les décès liés au Covid-19 et les décès associés au Covid-19. Nous allons continuer par intensifier la communication au niveau communautaire, intensifier la sensibilisation au niveau communautaire, l'utilisation des maires, des préfets, des CDQ, des CDV pour sensibiliser au fin fond de notre pays, pour que tout le monde soit sensibilisé de la présence du virus, que tout le monde soit sensibilisé de l'intérêt de la prise en charge, que tout le monde soit sensibilisé de l'intérêt de signaler les voyageurs pour qu'on puisse les prendre en charge pour éviter la contamination de la communauté. Un nouveau partenaire se joint à ce rendez-vous, le PNUD. Il met à la disposition du pays une enveloppe financière pour accompagner le plan de riposte. Le système des Nations Unies centralise son appui autour du renforcement du système sanitaire togolais. Pour nous, le renforcement du système sanitaire est important et c'est dans ce cadre-là que le PNUD a pu dégager une enveloppe de 600 millions de francs CFA pour accompagner ou pour acquérir des matériels et des équipements de protection. Donc ça, c'est des équipements que nous avons commandés, on a commencé à les recevoir, une bonne partie est en train d'arriver.
Nous espérons recevoir tous les équipements d'ici la fin du mois de juin et nous aurons l'occasion aussi de donner ça au gouvernement. Il y a aussi des équipements de réanimation que nous avons acquis et nous les mettrons à la disposition du gouvernement. Donc il y a aussi tout ce qui est prise en charge et du matériel roulant. Donc c'est des ambulances que nous avons acquis et des cliniques mobiles qui seront aussi mis à la disposition du gouvernement dès que le matériel arrive sur Lomé. Donc sur les aspects socio-économiques, nous avons au PNUD lancé un programme de 680 millions pour accompagner les PME, les petites et moyennes entreprises et les start-up donc pour pouvoir faire face au Covid. Nous sommes en train de travailler avec l'INAM, avec le Nounia Lab et avec même l'Université de Lomé sur la production, sur la fabrication d'1 million de masques qui seront certainement réutilisables. Nous sommes aussi en train de regarder toute la question qui est liée à la résilience communautaire, la protection des droits de l'homme. Le débat entre les journalistes et la coordination de riposte converge vers un but collectif. Rompre la chaîne de contamination et riposter efficacement contre le coronavirus. Les artistes se sont également joints à l'initiative et ont présenté à la coordination le projet Artistes Unis contre le Covid-19. Lavez-vous les mains tous les jours avec de l'eau et du savon. Et je vous donne lecture du communiqué sur la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo. À ce jour, mercredi 27 mai 2020, la situation de la pandémie se présente comme suit au Togo. Le nombre de cas confirmés est de 395, dont 4 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 183, 6 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 199 et le nombre de décès est de 13. Et c'est un communiqué signé du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le professeur Moustapha Mijiawa. Et c'est désormais également une habitude à Sotouboua. Le comité de riposte contre le Covid-19 tient une réunion bilan chaque jour pour donner de nouvelles orientations pour une lutte efficace contre la pandémie. Une réunion suivie de sensibilisation sur le terrain. Le compte rendu depuis Sotouboua de Désiré Aloy. À Sotouboua, il se retrouve dans cette salle tous les jours. Une rencontre quotidienne de l'équipe de riposte face au Covid-19. Séance de travail pour faire le point de la veille, échanger et se donner de nouvelles orientations pour une meilleure sensibilisation sur le terrain. Avec des explications, sensibilisation sur sensibilisation, tout le monde a compris qu'il va de sa survie en aidant à dénoncer des voyageurs qui arrivent ou en nous aidant à dénoncer des gens qui manifestent les signes de coronavirus dont on parle sur les médias. Donc nous remercions la population et l'encourageant à être toujours vigilante. Il est question pour l'équipe préfectorale de riposte de sensibiliser les populations sur le respect des gestes barrières et les emmener chacun à servir de relais dans sa communauté. Quand un client vient, il n'a pas porté son cache-nez, tu dois le renvoyer. Ce n'est pas parce que tu veux 125 que tu vas mourir un jour. Ce n'est pas bien. Ou bien tu prends la maladie, tu rentres à la maison. Toute la famille est partie. Ce n'est pas bien. Jean Chrétien est un étudiant. Dans sa quête de connexion pour suivre les cours en ligne, se retrouve dans cet espace Wi-Fi. Nous sommes tous des étudiants ici. Donc nous sommes venus parce qu'il y a un Wi-Fi ici pour faire des recherches à propos de nos cours en ligne. Tout d'abord, quand on arrive, on se lave les mains et en rentrant, on prend le ticket. On sort, on s'installe, tout en respectant les mesures barrières. C'est très important d'être en bonne santé parce que sans la santé, rien ne marche. C'est la santé avant tout. Donc pour cela, on doit respecter tout ce que le gouvernement a exigé afin que nous puissions être en bonne santé et bien étudier. Tout le monde est porteur potentiel. Dans beaucoup de cas, il y a des sujets asymptomatiques. L'application de mesures barrières seule sauve. Mesures constatées au centre hospitalier préfectoral de Sotouboua. À l'entrée de l'hôpital, il y a lave-main. Et quand vous regardez à l'hôpital, tout le monde a son cache-nez. Avant de rentrer aussi,
Vous ne pouvez pas rentrer 2 à 2, c'est 1. Quand l'autre sort, l'autre va rentrer. On nous a séparés au moins 1 mètre avant de rester sur les bancs. Chaque jour, au niveau donc des services, des chefs de service et des suivants de service, un suivi est fait pour que le personnel effectivement puisse se protéger contre cette maladie. Et au niveau de nos usagers, de nos malades, de nos clients, le port systématique de bavette a été également instauré. Vous devez vous laver les mains à l'entrée de l'hôpital et dès que vous arrivez au niveau donc du service d'accueil, il y a quand même des dispositions qui sont prises pour respecter la distanciation sociale. Au-delà de ça, nous avons également sensibilisé donc nos usagers sur la restriction des visites à l'hôpital. Systématiquement, les enfants sont interdits et au niveau des accompagnants, un malade, un accompagnant. Vraiment, nous faisons ce suivi-là avec nos services d'hygiène et assainissement au niveau donc, de l'entrée de l'hôpital. Nous avons réglementé donc, les heures de visite pour permettre à ce que les gens ne puissent pas rentrer en contact avec nos malades qui sont hospitalisés. Mesures barrières prises aussi au tribunal de Sautebois pour rompre avec la chaîne de transmission. La présence de la force anti-pandémie est visible à Sautebois pour sensibiliser, rappeler les gens à l'ordre afin que tous se conforment aux gestes barrières, seule manière d'éviter le Covid-19, dont des cas sont confirmés à Sautebois. Et parmi les cas confirmés de coronavirus, certains sont qualifiés d'asymptomatiques. Qu'est-ce qui fait la particularité de ces patients atteints de Covid-19? Voilà qui nous amène ce soir à la découverte donc de ces cas de Covid-19 asymptomatiques. Comment savoir qu'on est un cas asymptomatique? Comment peuvent-ils transmettre la maladie? Et comment éviter d'être contaminé par ce type de cas? Autant de préoccupations que ce dossier, d'autant de préoccupations, objet donc de ce dossier réalisé depuis Dapaon par Chazna Baga. Les patients du coronavirus ne sont pas tous logés à la même enseigne, et ceci dans tous les sens du terme. Si certains font effectivement la maladie et sont internés en soins intensifs dans les hôpitaux, d'autres par contre ne présentent aucun signe et sont plutôt logés à l'hôtel. Ces derniers sont dits cas asymptomatiques. Toute personne ayant été dépistée positive au Covid-19, mais qui ne manifeste aucun signe de la maladie, est appelé cas asymptomatique. Asymptomatique parce que ne manifestant aucun symptôme lié au Covid-19. Sur le plan national, on ne précise pas les cas asymptomatiques des cas symptomatiques. Mais il faut reconnaître qu'il y en a quand même une bonne proportion qui ne font pas la maladie. Ils sont mis à part, ils sont mis dans un autre lieu par rapport à ceux qui manifestent déjà la maladie, qui sont en soins intensifs ou qui sont pris en charge activement. Et ce nombre est un peu important par rapport au nombre même qui manifeste justement la maladie. Autant ils sont les plus nombreux, autant ils sont les plus contagieux. Ceci compte tenu de leur particularité. Une spécificité qui abuse en les faisant passer pour des personnes en bonne santé. Eux, ils ne manifestent pas la maladie, ils sont porteurs de virus et à tout moment, ils peuvent contaminer un plus grand nombre. Parce que les gens estiment qu'ils sont sains, on ne les évite pas, on ne se protège pas, et puis on les côtoie à tout moment, et ils sont susceptibles donc de contaminer un plus grand nombre. Par rapport à un patient qui tousse et qui a des difficultés respiratoires, que tout le monde évite déjà, parce que la population est suffisamment informée sur les signes de la maladie. Donc elles ont tendance à éviter plutôt quelqu'un qui tousse et qui manifeste les signes. Mais par rapport à quelqu'un qui ne manifeste aucun signe, c'est difficile de savoir qu'il est positif, qu'il porte le virus. Et donc, on a plus de probabilité de faire la maladie avec ces gens-là. Ceci est d'autant plus vrai que les patients asymptomatiques du coronavirus ignorent eux-mêmes leur statut sérologique. Un statut qui n'est connu seulement qu'après un dépistage effectif réalisé par les spécialistes de l'Institut national d'hygiène. D'autant que le patient n'a aucun signe. Il est bien portant, il ne souffre de rien du tout, il ne peut même pas s'imaginer être porteur de la maladie, c'est impossible. Il peut dire qu'il vient d'une zone endémique et donc il est susceptible de faire la maladie et il voudra qu'on le dépiste. Dans ce cas, c'est une suspicion, rien de concret. Mais nous, soignants, dès que nous avons ces cas de voyageurs, nous les prélevons et une fois le résultat obtenu et que c'est positif, c'est nous qui lui apportons l'information que « Ah monsieur, vous avez le virus ».
quoique vous n'ayez aucun signe, vous avez quand même le virus. Sans le dépistage, on ne pourra jamais dire que quelqu'un a le virus. C'est le dépistage. Et le Togo dispose en tout cas d'un moyen très sophistiqué qu'on appelle la PCR, qui permet de déterminer avec exactitude le statut sérologique, en tout cas au Covid-19, d'une personne. Donc sans ça, on ne pourra pas dire que la personne porte le virus. Voilà qui justifie le choix des plus hautes autorités togolaises d'intensifier le dépistage avec la multiplication des sites de tests, notamment dans les différents districts sanitaires à Lomé et la création d'une antenne de l'Institut national d'hygiène à Kara. Cependant, il existe un secret qui permet à coup sûr à tous d'éviter d'être infectés par le coronavirus malgré l'existence des cas asymptomatiques. Il faut respecter les mesures barrières. Quand nous respectons la distanciation sociale imposée par le pays, quand systématiquement tout le monde porte les bavettes, quand nous lavons régulièrement la main, eh bien, on a la forte chance de ne pas faire la maladie ou de ne pas être contaminé. C'est avec cette seule méthode que nous pouvons affirmer que la population sera protégée. Mais quand on ne respecte pas ces mesures, eh bien, nous côtoyerons régulièrement des cas asymptomatiques qui sont porteurs de virus et qui vont nous distribuer ce virus dans la population. Donc on rassure encore la population qu'il n'y a pas de panique à faire, il faut juste respecter les mesures barrières. Voilà qui est dit. Il revient donc à tout un chacun de faire le choix de flirter avec le Covid-19 et mettre sa vie, celle de ses proches et des autres concitoyens en danger ou de rompre la chaîne de contamination en respectant tout simplement les gestes barrières. Pour les 5 prochaines années à venir, le président Faure Zimna Nyazingbe s'engage à optimiser les réformes du climat des affaires. Il veut également améliorer la qualité du partenariat public-privé. Et ceci pour créer plus de richesses dans l'économie nationale et attirer davantage les investisseurs. Qu'est-ce qui a été fait pour améliorer l'environnement des affaires dans notre pays et qu'est-ce qui sera fait? Lucas Sy nous en parle dans le dossier qui suit. Consolidation des acquis, Faure Zimna Nyazingbe en a fait son leitmotiv pour son nouveau quinquennat. L'État a beaucoup misé sur l'amélioration du climat des affaires ces dernières années pour attirer plus d'investisseurs. Le président de la République entend l'optimiser au cours des 5 prochaines années pour rendre encore plus attrayant le Togo auprès des hommes d'affaires. Finalité, inciter les investisseurs à avoir pour première destination le Togo. Faire du pays un fleuron industriel et créer de l'emploi pour les jeunes et les femmes. D'ailleurs, il a fait du sujet un des chantiers prioritaires de son nouveau mandat. Pour ce qui concerne l'amélioration du climat des affaires, le Togo a fait du chemin. Les preuves sont visibles. Possibilité de création d'une entreprise en moins de 24 heures. Le coût de création d'une entreprise passe de 272 250 francs CFA en 2012 à 28 250 francs CFA en 2019, soit une réduction de 89%. Des mesures qui ont permis d'enregistrer près de 10 000 entreprises créées sur les 8 premiers mois de 2019. À ces mesures, il faut ajouter la création des chambres commerciales spécialisées au sein du tribunal de première instance de Lomé et la cour d'arbitrage commercial Cato pour faciliter l'exécution des contrats et le réglage des litiges. Il est à relever l'adoption du nouveau code des investissements qui offre d'énormes avantages aux opérateurs économiques. Ce code prend donc en compte la promotion de la transparence, l'opérationnalisation du guichet unique foncier, la simplification des taxes et impôts, la garantie de sécurité juridique et la numérisation des plans cadastraux de Lomé. La baisse du coût de branchement à l'énergie et le raccordement gratuit à l'eau potable pour les PME-PMI, ainsi que la dématérialisation de toutes les procédures douanières ne sont pas oubliées. Toutes ces réformes engagées ont propulsé le Togo parmi les premières destinations privilégiées des investisseurs nationaux et internationaux. Le pays a été d'ailleurs coté premier réformateur en Afrique et 3e au monde en matière de facilitation des affaires avec un bond de 19 places au dernier classement Doing Business. Faure Zimna Nyazingbe veut créer plus de richesses dans l'économie nationale. Il veut aussi améliorer la qualité du partenariat public-privé. Et pour réussir ce pari, le chef de l'État a annoncé de nouvelles mesures incitatives.
L'on peut citer l'opérationnalisation de l'agence de promotion des investissements et de la zone franche APIZF, le déploiement de e-justice pour sécuriser davantage les investissements et favoriser la mise en place effective d'un cadastre numérique. Le chef de l'État s'engage également à instaurer un seuil minimum de sous-traitance réservé aux entreprises togolaises. Ceci se fera à travers la réforme des règles de passation des marchés et la réduction du coût des facteurs de production avec les grands projets phares en cours dans les secteurs de l'énergie, de l'eau et des télécoms. L'initiative d'attribution de 25% de la commande publique aux jeunes et femmes entrepreneurs sera accentuée. Les incubateurs de créativité vont être promus. Cette politique sera étendue à l'actionnariat local dans tous les projets développés en partenariat public-privé. Des initiatives seront mises en œuvre dans ce sens pour la création rapide d'un statut de zone franche et de promotion de la production locale. La diaspora est notre acteur clé du développement de l'économie nationale prise en compte par Faure Sozina-Nyazingbe. Il prévoit pour elle de nouvelles dispositions qui faciliteront ces démarches de création d'entreprises. C'est ce qui justifie l'annonce de la mise en place prochaine d'un fonds spécial de soutien aux projets innovants et inventifs ainsi qu'aux entreprises en croissance des Togolais de l'extérieur. Le président de la République le reconnaît. Le Togo est résolument déterminé à adopter une série de réformes pour rendre son environnement économique plus attractif, mobiliser davantage d'investissements et de réaliser une forte croissance économique à moyen terme. La présidente de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la 6e séance plénière de la première session ordinaire de l'année aura lieu le jeudi 4 juin 2020 à 9h au siège de l'Assemblée nationale. Un communiqué signé de la présidente Yawa Dibori Tchegan. Je vous le disais en titre, de 2012 à 2019, la production halieutique a été plus qu'excellente pour le Togo, surtout sur le lac Nangbeto. Elle a connu une véritable hausse. Cette performance, on la met à l'actif du plan de gestion des pêcheries mis en œuvre sur ce lac. Les détails dans le reportage signé Ekoui Salah. C'est une performance sans précédent. De 600 tonnes en 2012, la production halieutique a atteint les 3200 tonnes en 2019 sur le lac Nangbeto, soit une hausse de 433%. Ce résultat est impulsé par la mise en œuvre du plan de gestion des pêcheries du lac Nangbeto inscrit dans le projet d'appui au secteur agricole PASA. Le plan, adopté en 2013, est axé sur le modèle des plans de gestion des pêcheries continentales en vue de pallier l'épuisement des stocks des espèces de poissons dans le lac. Il est surtout motivé par l'exploitation anarchique qui y a régné. L'expérience a réussi. Aujourd'hui, le cadre juridico-institutionnel est renforcé, les mesures d'existence des communautés améliorées. Plus que jamais, les ressources halieutiques sur le lac sont préservées et exploitées de façon durable. Il s'avère nécessaire de pérenniser ces acquis en misant notamment sur le renforcement de la cogestion et le suivi des activités de transformation et de commercialisation des poissons. Le secteur emploie plus de 22 000 acteurs et contribue à environ 4,5% au PIB avec une fourniture annuelle de près de 25 tonnes de poissons. Et je vous donne à présent lecture de cette série de communiqués. Le ministre du Commerce, de l'Industrie, du Développement et du secteur privé et de la promotion de la consommation locale dit ce qui suit. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie au Covid-19, le gouvernement a pris des dispositions pour lutter contre la hausse excessive des prix constatés sur les produits de première nécessité et certains matériels de protection. Ainsi, en application de la loi numéro 99-011 du 28 décembre de 1990
1999 portant organisation de la concurrence au Togo et du décret numéro 2020-030/PR du 4 mai 2020 relatif au prix des produits de première nécessité et de certains matériels de protection. Les prix de ces produits sont fixés par arrêté numéro 017/SG/DCIC du 5 mai 2020 et sont contenus dans le tableau à découvrir dans le quotidien national Togo Presse. Le gouvernement invite tous les acteurs économiques au respect scrupuleux de ces prix. Le non-respect de ces prix entraîne des sanctions prévues par les textes en vigueur. Et c'est un communiqué signé du ministre en charge du commerce, Kojo Adeji. Un autre communiqué, celui du ministre de l'économie et des finances, qui communique. Du 18 au 19 août 2020, il est organisé dans les différents États membres de l'Institut international des assurances IA de Yaoundé un concours international d'entrée au titre de la promotion 2020-2022 pour le recrutement d'étudiants pour la préparation du master en assurance à l'IA. Les conditions et les différents détails de cet avis de concours sont à consulter dans le quotidien national Togo Presse. Également, cet avis à candidature à présent, le président du conseil d'administration de l'Institut international des assurances IA, BP 1575 Yaoundé, République du Cameroun, porte à la connaissance des États membres, c'est-à-dire le Bénin, le Burkina Faso, la Centrafrique, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo, la vacance du poste de directeur administratif et financier de l'IA de Yaoundé à partir du 1er janvier 2021. Et les différents détails donc de cet avis d'appel à candidature pour le poste de directeur administratif et financier de l'IA sont à consulter et à découvrir dans le quotidien national Togo Presse. 5 individus de nationalité camerounaise ont été appréhendés par la direction centrale de la police judiciaire pour tentative de braquage. Ils ont été présentés ce matin à la presse. Le récit des faits avec Clarisse Aticlé. Ces individus, tous de nationalité camerounaise, constituent un groupe de présumés malfrats. Il s'agit de nommé Ntanga Mongo Clément Didier alias Tony, âgé de 32 ans. Il est le cerveau du groupe. Eunjo Serge alias Tokyo, 31 ans, sergent des forces armées camerounaises. Oumarou Abou Fadil, 32 ans, sergent des forces armées camerounaises. Amadioba Aboubakar, dit Ibrahim, 32 ans, et Kameni Kevin, 23 ans. Ils ont été interpellés par la direction centrale de la police judiciaire pour tentative de braquage. Le 25 avril dernier, ces malfrats, armés de 2 pistolets automatiques et à bord d'une voiture, ont pris en filature un homme d'affaires togolais qui était au volant de sa voiture de grosse cylindrée. Ils ont suivi ce dernier jusque dans l'enceinte du centre Saint-Jean de la Salle à Kakaveli, où ils ont pointé leurs armes sur lui et lui ont intimé l'ordre ferme de descendre de sa voiture. La DCPJ réussit à localiser les suspects lors de la perquisition de leur domicile. Les enquêteurs retrouvent et saisissent 2 pistolets automatiques, dont un de marque Tokarev avec son chargeur garni de 6 cartouches de calibre 9 mm. La poursuite des investigations nous a permis de savoir que le cerveau de la bande, le nommé Ntanga Clément Didier alias Tony, se disant homme d'affaires et revendeur de voitures, a reçu une avance de 36 millions de francs CFA d'un commandant de l'armée camerounaise en service à la présidence camerounaise pour livrer un véhicule de marque Mercedes G63 qu'il devait acheter au port de Cotonou. Tony contacte le nommé Oumarou Abou Fadil, sergent des forces armées camerounaises, pour que celui-ci lui trouve une arme pour sa sécurité durant le voyage. Le sergent Oumarou Abou Fadil, à son tour, contacte le soldat Essimbi Francis, magasinier d'armes de la brigade du quartier général de Yaoundé, qui accepte de soustraire du magasin le pistolet automatique de marque Tokarev. Ce pistolet sera loué à Tony pour un montant de 700 000 francs par semaine. Après 2 semaines, l'arme louée n'est pas rapportée et à la suite d'un contrôle, le soldat Essimbi Francis, ne pouvant pas justifier
de l'absence de l'arme est mis aux arrêts. Son complice, le sergent Oumarou Abou Fadil, qui avait déjà vendu un pistolet factice au sieur Tony, déserte l'armée avec son complice Eunjo Ele Serge, également sergent des forces armées camerounaises. Les deux militaires se lancent à la poursuite de Tony afin de récupérer l'arme en question. Ils le rejoignent au Bénin et le trouvent en compagnie du nommé Kameni Kevin. Ce dernier réussit à les convaincre de venir au Togo pour commettre des braquages en ciblant une voiture, une Mercedes G63 ou tout autre véhicule de grosse cylindrée année 2018 ou 2019. La DCPJ, après 3 semaines d'investigation, interpella les suspects le 20 mai dernier au quartier Agoué-Anomé à Lomé. Je suis venu au Togo, j'ai rencontré plusieurs responsables pour acheter des voitures. Je suis même en démarche, ils ont pris mes téléphones, ils ont pris la peine d'observer tout ce que se disait. Mais la pandémie nous a bloqués sur le territoire. Je tiens à souligner qu'on n'est jamais venu ici pour faire quoi que ce soit comme un mal. Mais on a été obligé à une situation, le coronavirus nous a bloqués sur place. On a eu une seule et mauvaise intention. On a tenté d'arracher l'argent au monsieur, ce qui n'était pas pour nous, quoi. Donc, hormis, on n'avait pas l'intention de l'arracher la voiture, de le faire quoi que ce soit. Ces présumés malfrats ayant reconnu les faits qui leur sont reprochés vont être mis à la disposition de la justice afin de répondre de leurs actes. La population est donc invitée à plus de vigilance. Le ministre du Développement à la base de l'artisanat et de la jeunesse communique dans le cadre de la Journée internationale de la jeunesse qui sera célébrée le 12 août prochain. Le ministère du Développement à la base en charge de la jeunesse lance un appel à projets pour sélectionner et primer 12 meilleurs micro-projets portés par des associations de jeunes. L'objectif de cette initiative est d'encourager et valoriser l'engagement civique des jeunes regroupés au sein des associations dans notre pays. À cet effet, le ministre invite les associations de jeunes désireuses de participer au présent appel à projet à envoyer leur dossier de candidature en fichier PDF à l'adresse suivante: direction.jeunesse et emploi @gmail.com avec copie à jeanjang@gmail.com. La période de réception des dossiers de candidature est fixée du 25 mai au 15 juin 2020. Les termes de référence du présent appel à projet peuvent être consultés sur le site du ministère, le www.devbase.gouv.tg. Pour toute information complémentaire, contactez la direction de la jeunesse sur les numéros suivants: le 22 61 63 29, le 90 14 15 95, le 90 81 92 75. Et le communiqué est signé donc de la ministre en charge du développement à la base, Victoire Tomiga Dobé. Comment déceler le Covid-19? Quelles sont ses manifestations et comment se protéger de cette maladie? Autant de questions auxquelles répond Edem Soussoupo dans le dossier qui suit. Il n'existe actuellement aucun vaccin contre la maladie à coronavirus Covid-19. Mais l'on peut réduire le risque de contracter l'infection en nettoyant fréquemment les mains avec un produit hydroalcoolique ou à l'eau et au savon. Autre mesure de prévention, couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir, porter des masques chirurgicaux, utiliser le creux du coude quand vous toussez ou éternuez. Le virus se transmet par des gouttelettes respiratoires de la personne infectée lorsqu'elle tousse ou éternue. Ces gouttelettes se propagent à 1 mètre maximum. Le virus peut survivre sur des objets comme des billets de banque si les gouttelettes tombent dessus, mais le risque est très faible. En cas de doute, évitez tout contact avec le public, s'isoler et appeler des professionnels de la santé. Les personnes infectées par le Covid-19 peuvent n'avoir que peu ou pas de symptômes puisqu'ils s'apparentent à ceux d'un rhume ou d'une grippe.
Les symptômes peuvent prendre jusqu'à 14 jours pour apparaître après l'exposition au Covid-19. La maladie se caractérise par des symptômes bénins, parmi lesquels un écoulement nasal, un mal de gorge, de la toux, de la fièvre et des difficultés respiratoires. Le temps d'incubation du virus peut aller de 2 à 14 jours. Et pour finir, ce phénomène peu ordinaire à Lomé ce mercredi. Le ciel de la capitale était quasi lumineux. Le soleil est apparu entouré d'une auréole de couleurs due à l'arc-en-ciel. Si on peut déjà avoir les images du ciel de Lomé ce mercredi. Et les spécialistes parlent de halo. Vous voyez donc ce phénomène. Le phénomène a créé un véritable spectacle donc pour ceux qui ont eu la chance de le voir, le contempler et même l'immortaliser dans leur téléphone portable. Vous voyez donc là les spectateurs du phénomène halo ce mercredi, un phénomène qui a été donc visible dans le ciel de Lomé ce mercredi. Voilà, donc c'est sur ces images spectaculaires, ces belles images donc que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Respectons scrupuleusement les mesures barrières pour éviter le Covid-19. Bonne suite de nos programmes. Au revoir. L'Agence nationale